Alors, Centaure et Amazon, mythe ou réalité? Donc, comme je vous le disais, je me suis intéressée la dernière fois au cheval tout seul, au cheval dans ses propriétés magiques et surnaturelles. Aujourd'hui, je vais m'intéresser plutôt au cheval monté, donc les centaures et les Amazones. Alors, je vais commencer par ce qui est un peu le plus connu, qui sont les centaures, puisque dans l'imaginaire européen, occidental, nous avons déjà de nombreuses représentations de centaures. Donc, vous connaissez certainement les centaures gréco-romains, peut-être un peu moins les centaures indo-iraniens qui les ont inspirés, et tous les rites et tous les rituels qui ont pu être liés à cette figure de centaure. Nous allons chercher à savoir un peu qui ils sont vraiment, et puis comment le mythe a pu évoluer dans le temps. Avant de passer aux Amazones, euh, qui sont-elles? Est-ce qu'elles existent vraiment ou est-ce qu'elles auraient pu exister dans le passé? Pourquoi elles fascinent? Et surtout, quels exemples contemporains nous avons des Amazones? Alors, pour commencer avec les centaures, je vais donc revenir sur les centaures gréco-romains, donc qui ne sont pas les premiers dans l'histoire, mais qui sont ceux qui sont restés dans les mémoires, qui sont les plus connus. Les centaures gréco-romains, ils sont issus d'une race maudite. Je fais un petit aparté, c'est-à-dire que je ne vais m'intéresser qu'aux centaures et non aux centaures, parce qu'il en existe quelques-unes, très peu. C'est assez rare dans la littérature et dans les représentations. Les centaures sont beaucoup plus des créatures masculines. N'hésitez pas à vous référer aussi à une thèse qui a été présentée l'année dernière sur la figure du centaure d'Honorine Tellier. Je pourrais vous la mettre en chat euh, par la suite, et qui a travaillé justement vraiment seulement sur cette figure-là du centaure et son lien avec l'équitation. Donc les centaures sont le fruit du péché, c'est-à-dire qu'ils sont les fils d'un monstre qui s'appelle Centauros, qui est lui-même issu d'un humain, Ixion, qui a voulu, euh, qui était amoureux, qui est tombé amoureux de la femme de Zeus. Et donc comme il est tombé amoureux de la femme de Zeus, Zeus, chef des dieux, s'est dit qu'il était mieux de l'envoyer autre part, et donc il a transformé un nuage, Néphélé, avec l'apparence de sa femme, d'Héra. Et donc Ixion, pensant que Néphélé était Héra, s'est euh, accouplé avec le nuage. Et de cette union contre nature est donc issu Centauros, un monstre, qui est ensuite allé s'accoupler avec des juments en Magnésie. Et donc le fruit de ce monstre et de ces juments a donné la descendance des centaures. À l'exception d'un que j'ai gardé à la fin de mon PowerPoint, qui est Chiron, qui lui est un des seuls centaures du côté du bien, très positif, et qui a une origine un peu différente. Mais nous y reviendrons. Et donc les centaures sont le fruit du péché, ils ont une relation très forte à la nature, aux éléments, ils vivent dans des grottes, ils vivent dans la forêt, ils sont connus pour leur violence, ils aiment la guerre, le vin. Hein, ce sont des ivrognes, nous pouvons le dire. Ils sont un peu en fait un double sauvage de l'homme. Mais ça a été prouvé par de nombreux historiens comparatistes, en particulier un historien, un comparatiste qui s'appelle Georges Dumézil, qu'en fait ces centaures venaient d'une figure double qui existait dans la poésie indo-iranienne. Dans la poésie indo-iranienne, nous avons la figure des Gandharvas. Alors je vous en ai trouvé un joli là avec sa tête de cheval. Les Gandharvas sont en fait des divinités qui sont doubles, à la fois hommes et chevaux. Ils sont un peu les assistants de certains dieux, puisqu'ils s'occupent d'atteler leurs chevaux, leur génie, les génies qui tirent leurs chars, les Guyaka. Ils sont aussi très liés à la nature, à la musique. Ils ont beaucoup de similarités en fait avec les satyres et avec d'autres divinités de la nature. Et on retrouve d'autres figures similaires dans tout le tissu mythique indo-iranien, par exemple, avec le dieu Mitra ou Mazda, hein, qui est à l'origine de la religion zoroastrienne et qui était aussi appelé cheval soleil. Et ce qui est intéressant, c'est que ce dieu, quand son culte a été officialisé par l'empereur Aurélien, donc nous sommes au début euh,
à la fin pardon, du IIIe siècle après Jésus-Christ, a donné lieu à une fête qui s'appelait la fête du soleil, puisque Mitra donc, était appelé cheval soleil. Et donc cette fête était aux alentours du 25 décembre et donc aurait donné lieu aux festivités contemporaines que nous connaissons de Noël. Mais Georges Dumézil nous montre qu'en fait, il y a plein de rites qui sont liés à la figure du centaure, et en particulier à cette transformation en cheval. Donc soit par le biais, alors là je vous ai mis des chevaux jupons, hein, ce sont des chevaux en fait que vous aviez, qui étaient des chevaux faits de draps et de tissus et que vous vestilliez en particulier pour de nombreuses festivités de passage en hiver et de sortie de l'hiver. C'est-à-dire que la transformation en cheval, le centaure comme un peu démon, était beaucoup, on y faisait beaucoup référence, était beaucoup représenté dans nombreux rituels à partir de ce qui est la fête des morts, la Toussaint, jusqu'à la sortie de l'hiver, donc ce qu'on pourrait identifier maintenant comme le carnaval. Il y avait en particulier des rites de 12 jours où on faisait subir beaucoup d'atrocités à des enfants qui étaient supposés être envahis par le démon. Et l'une des façons de lutter contre l'hiver, les morts, les jours qui se rallongent, toute cette ambiance très morbide, euh, hivernale, qui est très proche d'ailleurs hivernale, infernale, hein, qui faisait beaucoup peur. Donc pour lutter contre cette peur, un petit peu de la mort, euh, de la fin de la saison, de l'année, et donc, il y avait des rites et des transformations en cheval, donc avec. Alors parfois, ça pouvait être juste des masques. Hein, vous avez deux exemples ici. Donc, soit vous voyez les jambes humaines en dessous, puisque la personne en fait s'est glissée dans un faux cheval. Alors ici, on a une autre version avec le filet. Donc, on avait tout un tas de rituels qui en fait auraient donné naissance aux rituels et aux fêtes que nous connaissons actuellement, donc de fin d'hiver et d'entrée dans l'hiver d'entrée dans le printemps. Alors, pour revenir aux centaures eux-mêmes, les centaures, comme les Amazones d'ailleurs, sont des figures très intéressantes parce qu'ils ont leur propre histoire. Ils ont leur propre, ce qu'on appellerait centauromachie, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre récit euh, avec des faits historiques, avec des dates, avec des personnages célèbres. Ils ont une histoire à part. Par exemple, je vous ai mis quelques cas de centaures célèbres. Vous avez Ileos et Héroïkos, par exemple, qui ont essayé d'enlever Atalante. Alors Atalante, on y reviendra plus tard, c'est une jeune fille très intéressante euh, des mythes originels. On a Nessos aussi, Nessos qui essaie de violer la femme d'Hercule et qui, en empoisonnant la tunique du héros, sera responsable de sa mort. Donc on a des centaures, comme vous le voyez, qui sont très sombres, hein, très violents. Et puis on en a quelques-uns qui sont un peu plus positifs. Par exemple, on a Pholos. Pholos, il héberge Hercule, sauf que Hercule veut boire du vin et Pholos le prévient en lui disant, écoute, si on ouvre la barrique, tous les autres centaures vont venir et ça va être le carnage. Et donc Hercule étant très buté, obstiné, nous allons dire, Pholos finit par céder, les centaures arrivent et ça tourne mal. Hercule en tue quelques-uns, bon, c'est la bataille. Euh, euh, et enfin, on a Chiron. Chiron, donc, il a une ascendance un peu différente, puisqu'il est le fils de Chronos, donc le temps, et d'une nymphe. Et donc, Chiron a une figure un petit peu différente au sein des centaures, puisqu'il est sage. Il sert d'ailleurs de précepteur à de nombreux héros grecs, Achille, Hercule. Il est immortel, et il est représenté à la fin de sa vie. Donc quand il meurt, il est envoyé par Zeus dans le ciel et c'est lui qui donne son origine à la constellation du Sagittaire. Donc Chiron a un rôle un petit peu particulier dans au sein des différents centaures. Mais, alors là, je me suis amusée un petit peu pour vous trouver ces gravures, mais ce ne sont pas seulement, ils n'ont pas seulement une histoire différente, ils ont même une biologie complètement différente, les centaures. C'est-à-dire qu'il y a même eu des recréations, hein, comme vous le voyez ici, d'un physique de centaure. Alors ça, c'est excellent, avec un squelette de cheval et d'homme vraiment imbriqué au niveau du bassin.
Hein, alors c'est la figure que vous allez voir le plus souvent. C'est-à-dire que la race des centaures est considérée comme un base de corps de cheval et seulement vraiment le buste, le bras et la tête qui sont des hommes. Même si plus rarement, nous pouvons avoir donc comme vous le voyez ici, l'arrière-main du cheval, et le corps d'homme, soit avec carrément les jambes d'homme devant, très rares, soit avec juste le buste, comme vous l'avez représenté ici. Hein, vous voyez donc il ne tient que sur ses pattes arrière. Hem et ensuite vous avez, alors là, le pauvre qui n'a que la tête de l'homme et tout le reste du corps du cheval. Hein, donc comme je vous l'ai dit en début de conférence, il y a très peu de centaures, donc ils cherchent souvent à se reproduire avec des femmes, hein, il faut voir pour cela, par exemple, une des scènes très connues, de la centauromachie, c'est l'enlèvement des Lapites, qui était un peuple, donc ils sont venus enlever des femmes, ça a donné lieu à très belles œuvres d'art. Et donc ils viennent soit se reproduire avec des femmes, soit avec des juments. Hem, donc c'est une espèce vraiment à part, une race à part. Néanmoins, il faut voir leur origine dans des personnes qui étaient très réelles. Alors je vous ai mis cette frise tout à fait à propos, puisque si vous regardez bien, se confondent un petit peu les hommes chevaux, c'est-à-dire les centaures dont nous parlons, et les cavaliers à cheval. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une époque de conquête, nous sommes dans une époque de grandes traversées épiques à cheval, et nous sommes dans une époque où, en particulier pour les Grecs et les Romains qui ont diffusé majoritairement ce mythe, tous les peuples hors de leur société, avec des valeurs différentes, sont des barbares. Et ces barbares souvent viennent à cheval. Et donc nous avons de nombreux peuples connus pour leurs capacités et leurs valeurs cavalières autour qui cerclent les Grecs, en particulier donc les Sauromates, nous y reviendrons un petit peu plus tard, euh, mais aussi par exemple Alexandre le Grand, hein, dont je vous ai mis les dates, donc il est juste, on est sur le 4e siècle là, avant Jésus-Christ, puis on a Attila, hein, après, donc après le siècle, mais ce sont des cavaliers qui ont été considérés de leur vivant comme des centaures. Est-ce que pour autant on peut penser que ce sont ces peuples différents qui paraissaient des barbares aux yeux des Grecs qui auraient pu prendre les allures de centaures? On peut faire un rapprochement ici sur la figure de centaure l'ennemi et les peuples ennemis qui justement étaient mettaient en péril la civilisation grecque telle qu'ils la connaissaient. Et donc pour finir sur cette figure du centaure, on va voir un petit peu l'évolution donc du mythe du centaure dans le temps. Alors je vous ai trouvé différentes représentations. Alors vous allez remarquer, je ne sais pas, mais peut-être que maintenant vous remarquerez davantage qu'il y a beaucoup de centaures qui ont été par exemple représentés, comme c'est le cas ici dans le palais ducal de Venise, en chapiteaux d'église. Pourquoi? Parce qu'ils étaient considérés, en tout cas dans tout le Moyen-Âge, comme des figures démoniaques, puisque les hybrides appartiennent aux créatures infernales, aux créatures pécheresses. Et donc, tout comme d'autres démons et figures peu chrétiennes, les centaures, donc vous en avez un ici avec le corps là, du cheval, et puis donc le buste de l'homme, et puis un bâton, parce que souvent les centaures, les Grecs avaient beaucoup de mal à reconnaître la figure du Sagittaire avec l'arc, hein. Souvent ils les représentaient avec des bâtons, des gourdins, puisque c'était des barbares. C'est plus de mal à leur prêter l'usage de l'arc qui était quand même réservé à une certaine valeur un peu plus élevée, hein. Donc on le retrouve beaucoup plus avec des gourdins et des bâtons. Le Sagittaire viendra en fait un peu plus tard. Euh, le Sagittaire, c'est le centaure donc avec l'arc. Mais donc au Moyen Âge, nous sommes face à des démons. Puis à partir du début de la Renaissance, donc fin 14e, 15e siècle, et puis ensuite les siècles qui suivent, nous avons un retour à l'imaginaire grec et romain et une valorisation, spécialement par le fait que, donc au XVIe siècle, ce sont les premières écoles d'arts équestres qui apparaissent partout en Europe, commençant en Italie, puis
allant se monter dans différents pays d'Europe. Et donc, on a une revalorisation de la figure du centaure qui commence à être considérée comme une union entre le cheval et le cavalier. Et donc, on a cette dualité entre le mauvais centaure avec son bourdin et le bon centaure, on pourrait dire, avec son arc. Euh, on commence à avoir cette représentation double du centaure. Et enfin, à l'ère contemporaine, alors je vous ai trouvé chouette photo là, de Camille. Donc, c'est l'une des fondatrices du théâtre du Centaure, Camille et Manolo, qui existent donc à Marseille et qui sont connues pour leur représentation en liberté. Euh, et cette figure, je trouvais qu'elle se fondait vraiment bien dans le cheval. Elle était très représentative. Et donc, à l'ère contemporaine, on ne compte plus le nombre de structures équestres qui parlent du centaure, qui parlent euh, du Sagittaire comme un exemple de fusion entre l'homme et le cheval. Il y a à la fois cette harmonie qu'on essaye de retrouver au XXIe siècle, mais il y a aussi un défi technique, puisque se fondre dans son cheval, faire que tout ça paraisse invisible, que les aides paraissent invisibles, ça reste un vrai défi technique et équestre. Hein, les cavaliers parmi nous le savent bien. Et enfin, il y a aussi une problématique tout à fait contemporaine à la figure du centaure, qui est le retour à la nature. C'est-à-dire qu'on veut revenir à une appartenance un peu plus grande de l'homme face à la nature. On veut se fondre davantage dans la nature. Et donc le centaure n'est plus vu comme une nature mauvaise, mais au contraire une nature idéale, idéalisée, à laquelle nous voulons retourner. Hein, alors, cette photo de Camille est aussi une bonne introduction pour ma seconde partie, puisque je souhaiterais maintenant parler davantage des Amazones. Alors, les Amazones sont une figure de cavalière aussi ancienne que celle du centaure, puisque nous retrouvons des Amazones avant, avant le début déjà du temps de l'Empire grec et ensuite pendant l'Empire romain. Euh, alors, les Amazones se sont vues conférer dès le départ une origine divine, puisqu'elles sont les filles du dieu Arès, donc le dieu de la guerre, et de la nymphe Harmonie. Donc quelque chose de très contradictoire, de très paradoxal, puisque d'un côté, il y a la guerre, de l'autre, il y a l'harmonie, il y a la paix. Hein. Elles suivent les principes d'Artémis, donc de Diane, la déesse de la chasse, en chassant et en se défendant des hommes. Autre paradoxe, elles sont censées être vierges, mais elles sont aussi censées seulement pouvoir se marier après avoir tué un ennemi au combat, ce qui est aussi très paradoxal, puisque d'un côté on a la pureté et l'innocence virginale, et de l'autre côté on a le meurtre. Hein, donc il y a toujours ce don de l'équilibre entre la guerre et la paix, la violence et l'harmonie chez les Amazones, déjà depuis les premiers récits. Les premiers récits qui apparaissent dès l'Iliade et l'Odyssée, puisque la reine des Amazones, Hippolytée, alors on reconnaît ici la racine hippo, qui est la racine cheval, hein, donc Hippolytée, ça veut dire littéralement lâcher les chevaux, et donc Hippolytée, la reine des Amazones, a une ceinture qui constitue l'un des 12 travaux d'Hercule. Euh, donc tout, toute l'époque grecque va être illustrée de combats entre Grecs et Amazones. Euh, ensuite, on les retrouve. Alors, au début, elles sont beaucoup plus un groupe hein, général, et puis au fur et à mesure, des personnages, comme chez les centaures, émergent. Donc, Hippolyte, Antiope, par exemple, dont les amours avec Thésée provoquent la guerre, puisque elle se fait enlever ou elle veut bien se faire enlever. Hein. Et ensuite, nous avons Penthésilée, qui lutte contre Achille pendant la guerre de Troie, sauf qu'à la fin de la guerre, le héros donc la tue, son casque se défait et Achille tombe amoureux d'elle au moment où elle a son dernier souffle. Hein, donc ça, c'est un motif qu'on aura beaucoup. C'est-à-dire que l'Amazone, c'est la femme dont on tombe amoureux, mais qu'on ne peut pas avoir. Il y a quelque chose toujours d'un peu malheureux dans les amours entre les Grecs et les Amazones. Donc on retrouve ce terme d'amazonomachie qu'on a
aussi chez les centaures, qui en fait représentent tous les faits historiques et tous les combats euh, qu'auraient connus les Amazones. Sauf qu'à la différence des centaures, les Amazones sont un petit peu plus existantes, sont un petit peu plus réelles. Pourquoi? Parce que donc, il y a de plus en plus de découvertes archéologiques qui confirment cette thèse, mais les Amazones auraient été un peuple de femmes. Alors, je vous ai mis la carte, donc vous êtes à la limite en fait entre l'Europe et l'Asie. Vous avez la mer Noire ici, la mer Caspienne ici, le golfe arabe, la péninsule, voilà. Vous avez donc le peuple des Sarmates, le peuple des Scythes, donc les Sarmates ou Sauromates seraient considérés comme un peuple égalitaire où les femmes et les hommes, tous les deux, chassent, luttent à cheval, de même que les Scythes, et donc ces peuples-là auraient existé autour de la mer Noire, et les Grecs et les Romains, parce qu'on est à la limite là de l'Empire, aurait vu, hein, on a même retrouvé des poupées à l'effigie des Amazones dans des tombeaux. Alors au Louvre, il y a pas mal il y a beaucoup de matière hein, historique sur ce sujet. Donc on aurait eu des peuples de femmes guerrières existant autour de la mer Noire, ce qui aurait laissé une très forte impression, vous vous en doutez, sur les Grecs et les Romains. Ces guerrières ont toujours les mêmes caractéristiques. Elles ont un bonnet un peu étrange, un bonnet phrygien. Hein, donc vous allez bien sûr commencer à faire des liens avec ce qui va suivre, un bonnet un peu étrange, donc un bonnet phrygien. Elles ont été référencées dès le 5e siècle avant Jésus-Christ par Hérodote, par Platon, qui d'ailleurs s'en inspire dans les lois, hein, puisqu'il prescrit aux femmes les mêmes exercices qu'aux hommes, comme la course à cheval, la gymnastique. Et quand il parle d'anciens récits, il fait bien sûr allusion aux récits qui parlent des Amazones. euh, qui donc aurait existé. On a inventé aussi, ou on fait état dans les mémoires d'Alexandre le Grand d'une rencontre entre Alexandre le Grand et les Amazones. Donc on a vraiment une matière historique qui conforte l'existence d'Amazones en, dans cette partie en fait d'Asie centrale, on va dire de limite Asie centrale, avant avant la fin de l'Empire romain, jusqu'à la fin de l'Empire romain. C'est seulement après, en fait, la fin de l'Empire romain qu'elles disparaissent un petit peu du panorama. Alors, comment est-ce qu'elles ont été mythifiées? On a tendance, alors l'une des historiennes qui a beaucoup travaillé sur les Amazones, c'est Adrienne Mayor, et elle a tendance à relier le mythe des Amazones à Atalante. Atalante, c'est une jeune femme dont on a parlé un peu plus tôt, qui a failli être violée par des centaures. Et Atalante était très rapide à la course et elle ne voulait pas se marier. Et donc, elle faisait courir ses prétendants jusqu'à l'épuisement, littéralement, pour ne pas avoir à les épouser, jusqu'à ce qu'un homme plus rusé fasse son apparition et, aidé d'une déesse, lui fasse ramasser des pommes d'or et finisse par l'épouser grâce à la Russe. Hein, donc c'est l'histoire d'Atalante. Alors il n'y a pas de cheval, mais il y a cette indépendance et ce désir qui est à l'origine du mythe des Amazones, parce qu'elles sont à la fois l'objet de colère, vu qu'elles sont l'ennemi, elles se battent comme les hommes, elles sont dangereuses, et en même temps de désir, puisqu'elles sont libres. Hein. Et ça, à l'époque, c'est tout à fait l'opposé des valeurs traditionnelles grecques et romaines, où la femme doit être soumise, doit beaucoup gérer l'intérieur de la maison, et ne doit surtout pas montrer son indépendance. Hein. Donc, par le passé, on assiste à de nombreuses tentatives de décrédibilisation, c'est-à-dire qu'on entend toutes les sornettes possibles, le fait qu'elle se coupe un sein, par exemple, ce qui remettrait en question leur féminité. Pas forcément une femme avec un sein est considérée comme beaucoup moins féminine. Ensuite, puisque c'est un attribut quand même très féminin, en particulier à cette époque-là, elles sont considérées comme tuant leur premier-né masculin pour montrer leur défaut de sentiment maternel, parce que si elles sont guerrières, elles ne peuvent pas être mères. Hein, donc il y a toute cette espèce de tentative de décrédibilisation, de euh, comment dire, de démonisation un petit peu de l'Amazone, c'est-à-dire on essaye de la faire passer pour quelqu'un de contre nature, puisque si elle
fait comme un homme, ça doit forcément ses attributs ou à ses qualités féminines ou maternelles. Ce qui revient un petit peu à ce qu'on aurait pu appeler une chasse aux sorcières et qu'on commence à voir apparaître à partir du Moyen Âge. C'est-à-dire que si jusqu'à l'Empire romain, elles sont le fruit du désir, elles inspirent, on a des poupées à leurs effigies, à partir du Moyen Âge, c'est quand même très peu en accord avec l'idéal christique et surtout avec l'idéal virginal de Marie. Et la propagation de la religion catholique. Et donc, on assiste à une décrédibilisation et surtout à une peur caractérisée de l'Amazone qu'on pourrait un petit peu identifier comme une, le pendant finalement d'une sorcière, hein, cette femme libre, indépendante qui vit toute seule au confin du village avec la nature, qui au lieu d'être montée sur un cheval est montée sur un balai. On retrouve un bonnet, alors pas phrygien, mais un petit peu particulier aussi. Donc, est-ce que ce serait de là que viendraient tous ces mythes autour des sorcières et des femmes seules, sans homme, sans famille? Il faudrait se poser la question sur l'origine, sur la liaison entre donc la décrédibilisation des Amazones et l'émergence des mythes liés à la sorcière, hein, pourrait rapprocher. Heureusement, à partir du XVIe et du XVIIe siècle, on change un petit peu d'avis sur les Amazones, puisqu'on entre en pleine période des découvertes. Et donc, avec les découvertes, les Amazones redeviennent un peuple à découvrir. Et donc, on a le mythe de Pocahontas, par exemple. On a, par exemple, cette carte que je vous ai trouvée là sur la découverte du Brésil, avec, par exemple, ici des Amazones représentées avec des arcs, hein, et qui ont donné leur nom à la région de l'Amazonie. Hein, donc avec c'est la carte de la région des Guyanes, alors le Brésil, etc. Et donc vous avez cette Amazone représentée. Alors il faut noter qu'en fait l'Amazone prend en indépendance, mais perd en équin, puisque au fur et à mesure, la tribu cheval va être peu à peu remplacée. Ou il va disparaître complètement, ou il va être remplacé par autre chose. Et à partir du XVIIe siècle, on revient à l'Amazone, cette fois comme une affirmation de la liberté. Vous avez par exemple en pleine guerre de 30 ans ce magnifique tableau de Rubens qui s'appelle La bataille des Amazones et qui en fait vient illustrer le désir voilà, de liberté et de retour en fait à la paix euh, au milieu de cette guerre, hein. Donc l'Amazone redevient une affirmation de la liberté, de l'harmonie, de la fin de la guerre. Hein, on se rappelle du tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple, et on peut faire le lien maintenant avec ce bonnet phrygien qu'on retrouve sur l'emblème de la République, qu'on retrouve sur la figure de Marianne, hein, toutes ces femmes qui finalement inspirent la liberté, inspirent euh, peuple. Et enfin, on a donc le personnage d'Amazon donc qui est explicitement affirmé avec Diana Prince, donc Diane comme référence à la déesse de la chasse, euh, qui est Wonder Woman en fait, et qui fait son apparition en 1941, c'est-à-dire juste au moment d'un conflit mondial, et qui prône en fait l'amour, la révolution sexuelle. Donc il y a toute une dose d'affranchissement sexuel chez Wonder Woman et un héritage totalement affirmé explicitement avec les Amazones. Euh, mais bon, évidemment, vous en doutez, ces conférences pourraient durer beaucoup plus longtemps. Il faut bien conclure euh, pour laisser pour vous laisser sur quelques points importants donc, que nous avons pu voir cette dernière demi-heure. Donc, les centaures, comme les Amazones, sont des créatures d'inspiration donc divine ou mythique, mais qui ont quand même puisé leur origine, leur inspiration dans des personnages réels et historiques. Ils sont tous duels, hein, donc les centaures sont bons et mauvais, hein, c'est-à-dire aussi bien les centaures grecs que leur inspiration
indo-iranienne. Ils ont inspiré de nombreux rites païens divers, hein, qui ont ensuite été repris par l'Église catholique. Ils ont été inspirés par des guerriers donc, historiques, des grands cavaliers. Ils représentent pour les Grecs et les Romains le barbare, l'ennemi de la civilisation. Mais de façon contemporaine, ils continuent à être liés à la nature, sauf qu'ils représentent davantage l'harmonie de l'homme et du cheval et acquièrent avec le temps une image positive. Les Amazones, quant à elles, donc, sont aussi des demi-déesses, pas des demi-monstres, probablement donc inspirées par les peuples scythes et sauromates ou sarmates autour de la mer Noire. Elles aussi représentent l'équilibre entre les genres, mais aussi l'équilibre entre la guerre et la paix, entre les pulsions et l'harmonie. Diabolisées d'abord, puis mythifiées, elles sont encore maintenant synonymes de liberté et j'espère qu'elles continueront à nous inspirer. Voilà. Alors, je vais finir sur ce point. Je vous remercie beaucoup de votre attention.